power. Alors, bonjour Isabelle Audureau, tu es éducatrice, tu es syndicaliste, tu es membre du collectif 59 Saint-Just. Bonjour Antonin Sopena, tu es avocat. On vous reçoit tous les deux pour discuter un petit peu de la situation au squat du 59 avenue Saint-Just, où mardi dernier, le 28 avril, 38 jeunes ont été mis à l'abri grâce à une action juridique que vous avez menée en commun avec Médecins sans frontières et Médecins du monde. Maître Anaïs Léonard et Maître Agnès Cochon-Riondé. Vous avez pu mener cette bataille qui dure depuis un bon moment, on va en reparler, contre le conseil départemental et obtenir en ce temps de confinement cette mise à l'abri pour 38 mineurs non accompagnés. Donc merci d'avoir accepté l'invitation du syndicat des quartiers populaires de Marseille. Cette émission Dépister la Marseille solidaire, elle vise un petit peu à regarder, observer et créer des ponts entre toutes les solidarités qui sont foisonnantes en ce moment à Marseille, qui sont le fait de groupes informels, de citoyens, de collectifs militants, de syndicalistes, d'associations, d'ONG, qui travaillent ensemble depuis un mois et demi, notamment à pallier les manquements des pouvoirs publics, et on va également en parler. Alors, ma première question, elle est pour toi, Isabelle. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu les premiers jours, les premières semaines du confinement au squat 59 Saint-Just. Comment ça s'est passé et comment est-ce que ça vous a fait réagir quant à la situation des mineurs isolés? J'ai envie de dire la situation, elle était déjà très très connue au squat Saint-Just, puisque le squat s'est ouvert en décembre 2018 parce que la situation elle était déjà inacceptable avant même le confinement, c'est-à-dire que ça fait des mois, voire des années qu'il y a une absence, il y a une absence vraiment de prise en charge des MNA, des mineurs non accompagnés sur les Bouches-du-Rhône, en particulier à Marseille. Des listes d'attente pour accéder à une mise à l'abri, des ordonnances de placement qui ne sont pas exécutées. Voilà. Donc déjà, la situation, on va dire, elle était déjà inacceptable avant même l'arrivée de la crise. Donc à l'arrivée de la crise et malgré les mesures évidemment de confinement, il y a des dizaines et des dizaines de mineurs qui se sont retrouvés dans la précarité et sans protection, alors qu'ils auraient dû accéder d'autant plus aux services de protection de l'enfance. Voilà. Donc, alors concrètement, vous connaissez sûrement le squat Saint-Just. Hein. C'est un bâtiment de 3000 m² qui a hébergé, accueilli depuis maintenant plus de 18 mois des dizaines et des dizaines de familles, des dizaines et des dizaines de mineurs non accompagnés. Les conditions sont extrêmement précaires. Il n'y a pas beaucoup de points d'eau. Voilà, pas de possibilité de prévention, de prise de température, pas de gel, pas de masque, évidemment. Il y a un petit peu Médecins du monde qui est venu faire quelques permanences, heureusement, qui a été présente, mais sinon, on n'a pas eu de visite ni de l'État, ni du département, pas de proposition d'aide, ni rien. Une promiscuité très, très importante entre les familles, les bébés, les enfants, les mineurs. Et puis, pas de suivi scolaire, puisque pas de connexion Internet, pas d'accès aux ordinateurs. Voilà, donc vraiment une situation très, très dangereuse, très inquiétante pour l'ensemble des habitants de Saint-Just, mais en particulier les mineurs non accompagnés qui sont plus vulnérables par définition. Et alors, du coup, avec cette arrivée de cette crise sanitaire, d'une part, évidemment, les conditions d'hébergement ont été beaucoup plus difficiles, avec l'impossibilité tout simplement d'assurer des conditions sanitaires correctes. Ça vous a aussi permis du coup de lancer cette saisie du tribunal administratif. Antonin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quelle a été la démarche, et à la fois au niveau juridique et politique, que vous avez menée avec Médecins du monde et Médecins sans frontières? Alors, ce qu'il faut avoir effectivement en tête, c'est que une des particularités à Saint-Just, c'est que notamment pour les mineurs, c'est donc des mineurs non accompagnés qui relèvent de la protection et de la prise en charge du département, et donc pour lequel cette prise en charge est de droit dès lors que ces mineurs se signalent au département, et encore plus quand on obtient une décision du juge des enfants qui place ces mineurs auprès de l'aide sociale à l'enfance. C'est donc ce que la commission des avocats pour les mineurs non accompagnés du barreau de Marseille organise régulièrement, le suivi individuel de tous ces mineurs. Et on saisit le juge des enfants, on obtient des décisions de placement, et malheureusement, ces décisions ne sont jamais exécutées directement par le département, et on doit faire des contentieux individuels, et on saisit à chaque fois le juge administratif pour forcer
et condamné le département à prendre en charge ces jeunes. Cette fois-ci, l'idée, c'était que, voilà, de faire une démarche plus collective et on travaillait effectivement avec Médecins du Monde et Médecins sans frontières pour que ce soit eux qui portent une demande collective, de dire, voilà, la situation, comme vient de le dire Isabelle, qui n'est pas du tout adaptée à des mineurs non accompagnés, qui est par ailleurs qui n'est adaptée pour personne, hein, mais spécifiquement, on a là un public vulnérable et donc, ce qu'on mettait en avant, c'était de faire cette démarche collective et de demander à ce qu'il y ait une injonction qui soit faite au département, mais on a aussi mis en cause la préfecture et la mairie en disant aucune de ces institutions n'a rien fait, ne s'est même pas déplacée pour voir quel était le sort de ces enfants, alors que la situation était particulièrement grave. Et donc voilà, on a essayé de souligner la gravité du moment et l'absence totale de réaction de la part des institutions. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose aussi. Ouais. L'ADAP 13, qui est l'association mandatée par le département pour s'occuper justement de la mise à l'abri et l'évaluation des jeunes qui arrivent, qui se déclarent mineurs, a fermé ses portes le premier jour du confinement. Et ça, en plus, c'est hors la loi parce il y avait des directives. Ça veut dire qu'effectivement, les mineurs qui sont arrivés à ce moment-là, ils n'avaient absolument même pas un premier accueil pour coup de l'administration. Et ça, c'est aussi une des spécificités du département. C'est des choses qu'on a pu trouver dans d'autres départements. Ce n'est pas le cas isolé en France, mais plein d'autres départements, ça a continué à fonctionner et on a fait en sorte que les personnes qui se présentent comme mineurs puissent être prises en charge directement et même encore plus rapidement en période de confinement. Et alors, du coup, cette action juridique collective que vous avez pu mener, elle a permis la mise à l'abri de 38 jeunes. Malgré tout, il y a des centaines de mineurs non accompagnés à Marseille et puis évidemment des milliers partout en France. Est-ce que cette victoire juridique, cette obligation qui a été faite au conseil départemental eh bien, de prendre ses responsabilités, est-ce qu'elle pourrait avoir des conséquences positives sur l'ensemble de ces autres mineurs non accompagnés? Le département dit, nous, on n'a pas de pouvoir de réquisition, donc on a saisi la préfecture pour qu'elle réquisitionne des lieux pour pouvoir prendre en charge ces mineurs. Et la préfecture dit, il n'y a pas besoin de réquisition, vous pouvez prendre en charge ces mineurs. Ça relève donc du département et pas de l'État. Or, qu'est-ce qu'on voit, c'est que parce qu'il y a eu cette fois-ci un aspect médiatique et collectif et politique dans cette décision, on a obtenu effectivement une mise en œuvre une semaine plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces 38 jeunes qui ont été pris en charge, il y en avait pour lesquels on avait déjà saisi le juge depuis plusieurs mois et pour lesquels on est revenu régulièrement pour insister sur cette condamnation. Donc là, on voit bien que cet argument qu'on nous avance de dire on n'a pas les moyens, et ben en fait, on voit qu'aujourd'hui, dès lors qu'il y a un peu de pression médiatique et institutionnelle, parce que le juge a mis dans la cause lui aussi la préfecture, et ben tout d'un coup, là, en une semaine, le département il est capable de trouver 38 places pour ces jeunes. Donc, ça montre qu'il y a effectivement une mauvaise volonté, une réticence intentionnelle de la part du département et que ce n'est pas du tout un manque de moyens. Alors, Isabelle, toi, tu étais présente le jour où les mineurs ont été mis à l'abri. Donc, c'était le 28, c'était mardi dernier. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passe concrètement? Quelle était l'ambiance ce jour-là, à la fois pour les mineurs, pour les agents qui ont été mandatés pour faire la mise à l'abri, pour les militants? J'ai envie de dire, heureusement pour les mineurs, qu'il y avait toute l'équipe de bénévoles et de solidaires de Saint-Just présente. C'est-à-dire qu'à 16h, à 15h le lundi, on nous dit demain matin, il y aura 36 jeunes répartis en plusieurs groupes qui devront aller à des rendez-vous, à des métros. Et là, ils iront, certains à l'hôtel, certains à Arles, certains, voilà, on avait quelques petites consignes comme ça. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire que du jour au lendemain, des jeunes qui étaient là, par exemple, depuis 1 an à Saint-Just, ont dû faire leurs valises, se préparer psychologiquement à un départ. Voilà, nous, on n'avait pas trop d'infos en plus à leur donner. Ça a été assez violent. Mais heureusement, nous, on était là, on les connaissait bien, donc on a pu préparer un peu le terrain. On a fait une réunion la veille, on a essayé de les rassurer. Et c'est vrai, le matin, quand ils sont partis, ils n'étaient pas très, très rassurés, mais au bout du compte, ils étaient quand même très, très, très soulagés de quitter Saint-Just. On regrette qu'on n'ait eu aucun contact. On ne nous a pas téléphoné pour nous dire, voilà, le collectif, demain, voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le mieux, c'est quoi qu'on vienne les chercher? Vous venez les accueillir? Voilà, il n'y a eu aucun contact. Il y a énormément de défiance envers le collectif, de méfiance aussi. Bon, c'est sûr que on est dans un rapport de force, de toute façon, mais
bon, dans l'intérêt, c'est vrai que dans l'intérêt des mineurs, il aurait peut-être fallu qu'on essaye un peu de faire les choses ensemble, mais bon. Défiance qu'on retrouve systématiquement vis-à-vis des collectifs citoyens, alors que Et ouais. pourtant au quotidien, pendant ce confinement en particulier, mais avant également, dans beaucoup d'endroits, sur beaucoup de tâches, les collectifs citoyens font les missions des pouvoirs publics à leur place en réalité. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jeunes et aussi de familles qui sont à Saint-Just. Vous allez continuer, j'imagine, à faire un travail important militant. Quelles sont les perspectives pour le squat Saint-Just et ces personnes-là qui sont encore à Saint-Just? Alors nous, c'est sûr qu'on continue le combat, hein. On va pas en rester là. On va continuer sur le terrain juridique parce qu'on se rend bien compte que le terrain juridique, ça fonctionne, hein. Il y a des décisions, mais on va aussi continuer sur le terrain voilà, militant, revendicatif. Voilà, c'est aussi parce que ça fait 18 mois qu'on a instauré encore une fois un rapport de force, on a revendiqué, on a essayé de créer un collectif. Parce que le collectif 59, c'est les habitants et les solidaires ensemble. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de décision dans notre coin, c'est des AG, c'est voilà, des actions qui sont décidées avec les habitants. Donc ça va continuer. Il va y avoir de nouveau des mineurs non accompagnés. Là, j'ai envie de dire, on va pas fermer la porte. Tant qu'il y aura des jeunes à la rue, on ouvrira les portes. Parce qu'il n'est pas question de laisser voilà, des enfants dehors. Donc, bon, pour l'instant, il y a plus que des habitants et des enfants, on va dire. Mais il est question, évidemment, de continuer la lutte et de ne pas du tout en rester là. Et puis, on s'appuie évidemment sur, on travaille beaucoup avec Emmaüs qui nous fournit à manger. Il y a Médecins du Monde. Et puis surtout, la commission des avocats qui est très, très, très utile et précieuse parce que c'est ce qui permet de mettre la pression et qui permet surtout aux mineurs d'accéder à leurs droits, quoi. La vie pendant le confinement dans cette crise sanitaire, c'est quoi pour les occupants du 59 Saint-Just et les personnes solidaires aujourd'hui? Déjà, il faut savoir que dès le début du confinement, on a perdu les 2/3 des solidaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont confinés, qui ont un certain âge ont décidé de se confiner. Du coup, on a perdu d'entrée déjà 2/3 des forces militantes. Ce qui fait que il y a eu un certain vide et il a fallu se réorganiser, pallier le plus urgent, c'est-à-dire la nourriture. Bon, l'électricité fonctionne pas très bien à Saint-Just, il y a pas Internet. Bon, tout ça, on l'a fait, on a pu installer Internet, on a pu fournir des cartes Internet aux jeunes pour qu'ils puissent accéder à l'école. Bon, tout ça, ça s'est fait petit à petit. Mais bon, c'est sûr que c'est compliqué. On a installé des jerrycans d'eau de camping à l'entrée pour se laver les mains. Je ne sais pas si vous voyez le niveau, quoi. C'est-à-dire que voilà, le jerrycan qu'il faut remplir 15 fois dans la journée parce que 200 habitants qui sortent et qui rentrent, vous imaginez ce que ça peut donner. On a eu aussi beaucoup de solidarité, hein. Il y a des gens qui nous ont amené des masques, il y a beaucoup de personnes qui nous ont amené à manger. Voilà, on sent qu'il y a eu aussi un élan solidaire, mais ça, c'est la particularité à Marseille. Il a fallu aussi, il y a eu un gros travail de communication auprès des habitants pour leur expliquer ce que c'était, parce qu'au départ, ils avaient peur, est-ce qu'on ne comprenait pas ce virus, etc. Donc, il y a eu dans plusieurs langues, il y a eu plusieurs réunions. Médecins du Monde a fait un gros travail auprès de prévention auprès des habitants. Enfin, voilà, ça a été. Maintenant, j'ai envie de dire oui, les réflexes sont à peu près pris. Bon, la distanciation sociale, vous imaginez bien que c'est pas possible, parce que quand tu dors à 8 dans une chambre, c'est pas possible. Puis en plus, il y avait déjà des punaises avant, des cafards, voilà, donc c'est compliqué. Antonin, j'ai peut-être une question pour toi. Pour l'ensemble de ces personnes, qu'il s'agisse des mineurs non accompagnés ou pour les familles, notamment celles qui sont encore à Saint-Just, en ce temps de crise sanitaire, est-ce qu'on peut considérer que les droits des personnes sont respectés? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une égalité des droits ou dans le respect des droits des personnes, des droits fondamentaux notamment? Alors, en fait, il y a deux choses, hein. Encore une fois, il se trouve qu'une particularité du public qui est à Saint-Just, y compris pour les familles, alors peut-être pas toutes à 100%, mais une grande partie, il s'agit de demandeurs et demandeuses d'asile dont normalement, en fait, l'hébergement relève déjà d'une obligation qui pèse sur l'État. Donc, il y a déjà de toutes les manières, pour toutes ces personnes-là, en période générale, j'ai envie de dire, un non-respect des droits fondamentaux. Mais c'est sûr que en matière de respect de la condition et de la dignité humaine
et effectivement de la question du droit à la santé, de l'accès aux soins, etc., et de pouvoir se prémunir. Comme on le dit, c'est certain qu'aujourd'hui, le confinement, les distanciations sociales, elles ne sont pas possibles effectivement dans ce cadre-là, et que par ailleurs, ça crée en plus une situation qui est quand même particulièrement difficile à vivre, le confinement dans un lieu comme ça, qui peut être aussi, y compris, source de tension. Je voudrais juste revenir sur donner une anecdote sur cette question de la défiance des institutions par rapport aux collectifs citoyens. Euh, Parmi les arguments qu'on nous a présentés en défense du département, ils sont quand même osés nous dire que il n'y avait pas besoin, qu'en gros, ces jeunes s'étaient mis eux-mêmes dans l'illégalité, puisque le squat avait été vidé de ces jeunes il y a un an, et qu'aujourd'hui, il y avait à nouveau des jeunes. Et complètement ahurissant, parce que l'illégalité, elle vient du fait que ces jeunes, ils ne sont pas pris en charge par le département, qu'ils soient au squat ou qu'ils soient dans la rue. De toutes les manières, le département doit les prendre en charge. La question, c'est pas l'illégalité, elle n'est pas dans le fait que ces jeunes ils sont dans un squat, ils sont dans le fait qu'ils ne sont pas pris en charge par le département. Donc, et effectivement, on va être clair, les conditions de vie dans ce squat, elles sont bien meilleures que d'être à la rue à dormir devant Saint-Charles, comme traditionnellement font les MNA, mais c'est sûr qu'elles ne sont pas satisfaisantes et elles sont effectivement pas adaptées à un public vulnérable. Et donc, effectivement, c'est particulièrement choquant d'entendre le département mettre en avant qu'il y aurait une sorte de responsabilité du collectif à accueillir ces jeunes-là. Mais il devrait faire quoi, le collectif? Les laisser à la rue? C'est absolument ahurissant. Merci. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question. Il y a quelques jours, on faisait une spéciale Max Solidarité avec les salariés du McDo réquisitionnés. Il y a des copains du centre social de l'ex-OPJ à Naples et Omar Saouti d'Argenteuil qui sont intervenus et qui ont tous les deux posé la même question à Kamel Gamari, syndicaliste à McDonald's. J'ai envie de vous la poser aussi. Tous les deux, ils nous posaient une question qui, en fait, ils nous demandaient de nous projeter un petit peu dans l'avenir politique commun qui allait se construire demain, le fameux jour d'après, cher à notre grand président. Il y a beaucoup de solidarités qui se sont construites. À la fois, tu décrivais, Isabelle, tous les gens qui sont venus aider. Alors, à la fois la perte de militants solidaires qui se sont confinés, mais aussi de gens qui ont quand même construit différemment des solidarités. On a créé des choses nouvelles. Et puis, c'est tout un réseau de collectifs, d'associations, de syndicats, de la Marseille vivante et populaire qui a interagi d'une manière ou d'une autre pour s'entraider, échanger des informations, etc. Politiquement, ça veut dire beaucoup de choses. On a fait le travail des pouvoirs publics à leur place, malheureusement, mais en même temps, il fallait le faire. Comment est-ce que vous imaginez, je vous pose la question à tous les deux, ce jour d'après pour les collectifs militants marseillais et d'ailleurs? Que cette solidarité, elle soit, voilà, qu'on puisse compter sur elle, mais il y a aussi vraiment l'action politique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'action politique, moi j'y crois vraiment, c'est-à-dire qu'il faut un rapport de force permanent, c'est la pression, sinon on n'obtient pas les choses. C'est-à-dire qu'on a bien compris dans quel camp ils se trouvaient, on a bien compris qu'ils ne nous les donneront pas, les trucs, et qu'il faut aller les chercher. Donc, c'est très bien, il faut vraiment, on ne peut pas laisser les gens comme ça dans la galère, mais il faut continuer l'action politique la plus élargie possible, à mon avis, la plus unitaire possible aussi, à mon avis, syndicalistes, citoyens, voilà, la plus large possible, et créer un rapport de force suffisamment important pour les faire plier. Parce que voilà, moi, c'est mon avis. Je pense qu'ils nous les donneront pas, les trucs. Il va falloir vraiment amplifier, à mon avis, le rapport de force. On peut se dire effectivement que de manière générale, ce qu'on a pu voir ces dernières années, décennies dans l'Europe du Sud, qui avait une tradition peut-être plus forte qu'en France déjà instaurée sur l'autogestion, les réseaux de solidarité, etc., c'est que dans les batailles politiques et les moments où il y a eu des batailles politiques à mener, ces réseaux-là ont été des véritables forces mais c'est vrai que les deux doivent s'allier. C'est que je pense que cette solidarité, certes, elle apporte des choses directes en termes de pallier les carences des pouvoirs publics, mais aussi elle donne des capacités et du pouvoir aux personnes qui s'y engagent. Et du coup, c'est vrai que ça crée des réseaux et ça crée des réseaux pour s'organiser et aussi pour soutenir la contestation. Donc, c'est vrai que comment je la vois, je pourrais pas dessiner un portrait très précis des temps à venir,
Mais c'est sûr que c'est important de maintenir et de s'appuyer à l'avenir sur les réseaux qui se sont créés, qui se sont renforcés, puisque tout n'est pas né du jour au lendemain. Hein. Mais voilà, c'est vrai que là, il y a pas mal de réseaux qui se sont renforcés ces derniers temps, et malheureusement par nécessité et du fait de l'abandon des pouvoirs publics, et que c'est vrai qu'il faut aussi s'appuyer là-dessus. Je me permets une relance là-dessus. Justement, dans l'émission spéciale McDo réquisitionné, Kamel faisait une référence à l'histoire du mouvement ouvrier et du syndicalisme qui a peut-être été perdu ces dernières décennies, notamment, enfin, ces longues dernières décennies, notamment du fait de l'État-providence en France, cette tradition du mouvement ouvrier de prendre en charge, c'est l'exemple du mutualisme par exemple, des bourses du travail, de prendre en charge des activités qui aujourd'hui sont pensées comme dédiées à l'État. Et il y a beaucoup de collectifs militants en ce moment qui discutent de ça. Est-ce qu'on doit, tu citais Antonin le modèle de pays d'Europe du Sud qui ont une tradition autogestionnaire en Espagne, en Grèce, en Italie, bien plus forte que nous, parce que les États sont aussi bien plus faibles. C'est un gros questionnement, il me semble, pour les collectifs militants. Est-ce que on le fait malheureusement, on le fait à défaut? Est-ce qu'on se bat pour ne plus le faire? Ou est-ce qu'on peut se projeter dans des formes de solidarité autogérées qui n'ont pas forcément vocation à être celles des pouvoirs publics? C'est une tension assez complexe, surtout dans notre tradition politique française. Est-ce qu'on est prêt peut-être à changer de tradition politique? Et dans une ville comme Marseille, c'est une question qui se pose beaucoup, puisque l'État y est également défaillant, un peu plus qu'ailleurs, comme dans tout territoire populaire. C'est effectivement une bonne question. Personne n'a envie de réagir à ça. Non, mais c'est sûr qu'il faut, à mon avis, on va tendre vers ça. De toute façon, on n'a pas le choix. On voit bien qu'on n'est pas aidé, on voit bien qu'on nous, voilà, donc on va tendre vers ça, y compris sur un plan écologique. Enfin, voilà, on voit bien tout ce qui se passe par rapport au confinement, les gens qui vont commencer à manger local, aller commencer à réfléchir sur sa manière de consommer, etc. Donc oui, on va tendre vers ça. Il va falloir faire sans eux, c'est sûr. De plus en plus s'auto-organiser. Maintenant, à quelle échéance et qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Moi, je ne sais pas. Hein, ça, je suis pas très optimiste personnellement. Mais Antonin, tu l'es peut-être un peu plus. Non, je ne sais pas si c'est plus que ce que j'allais aussi souligner, c'est que il y a aussi un moment, il faut aussi admettre une certaine limite. C'est par exemple, là, dans l'action qu'on a faite, évidemment qu'on salue l'action au quotidien du collectif Saint-Just qui, effectivement, a pu quand même mettre à l'abri ces gamins-là et qui a fait beaucoup plus que les mettre à l'abri parce que le collectif 50 Saint-Just fait beaucoup aussi pour l'accompagnement de ces jeunes. Hein. Mais néanmoins, c'est vrai que ces jeunes, ils ont le droit à une prise en charge qui relève de l'État, qui doit être normalement d'une qualité quand même bien supérieure et que ne peut pas fournir effectivement le collectif. Donc du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus, c'est pas parce qu'on prend en charge qu'il faut considérer que du coup, l'État ou les institutions sont dédouanées et qu'on n'a pas de compte à leur demander. Et donc effectivement, je pense que c'est un peu finalement dans cette action, c'est ce qui se passe, c'est que voilà, on marche un peu sur nos deux jambes. D'un côté, il y a quand même gérer le quotidien et faire face et aider ces jeunes et de s'auto-organiser pour ça. Et de l'autre, de ne pas lâcher, de dire bah ouais, mais il y a des droits fondamentaux, il y a des obligations qui pèsent sur l'État ou sur le département et ils doivent en rendre des comptes et ils doivent les assumer. Bah, Isabelle, Antonin, je vous remercie vraiment. Merci. Précision avant de finir. On aurait aimé aussi faire témoigner un des mineurs qui a été mis à l'abri, mais pour des raisons de protection, on a décidé de ne pas le faire. On espère qu'on pourra le faire et qu'ils pourront aussi donner leur propre regard sur tout ça, hein, sur à la fois cette démarche juridique, l'expérience de Saint-Just et leur situation actuelle. On le fera dès que ce sera possible, en tout cas. Au nom du SQPM, je vous félicite vraiment et on est très admiratifs du travail que vous faites à Saint-Just. Donc, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation et à très bientôt. Merci, Kevin.